Comme je cuisine très très bien, il le sait, il me demande de présenter tout ce qui est régime et nutrition dans les rhumatismes inflammatoires. Et j'ai appris beaucoup de choses au fait quand j'ai fait cette revue bibliographique et je voudrais les partager avec vous. Alors comme vous le savez, dans nos consultations, on a au moins un ou plusieurs personnes qui nous posent la question, que ce soit dans les rhumatismes inflammatoires d'ailleurs ou dans l'arthrose, qu'est-ce que je dois manger? Et la plupart des rhumatos sont assez réticents pour répondre, soit parce qu'ils ne savent pas quoi dire, soit parce qu'ils n'y croient pas du tout, soit parce qu'ils ont surtout peur que le patient ne prenne que ce volet et arrête le traitement avec tout ce qui est actuellement la vague tout ce qui est naturel est bon et tout ce qui est médicament, il faudrait l'éviter. Mais en fait, nos patients ne nous attendent pas pour changer leur alimentation. Voici une étude qui montre que sur 300 patients qui ont des rhumatismes inflammatoires chroniques, 44% des patients ont modifié leur alimentation et 69% de leur propre initiative. Alors qu'est-ce qu'on arrête surtout? Qu'est-ce que le malade arrête? Ce qu'il n'aime pas, et ça vous le trouvez beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le lactose, bien évidemment. Donc 27% arrêtent le lactose, le gluten. Le régime, vous voyez que le régime équilibré, finalement, il n'y a que 17%, et puis 13% arrêtent le sucre. 2/3 des patients, quand même, voient une amélioration, que ce soit sur le plan poids, une diminution du poids, mais de la fatigue, des troubles du sommeil. Ça, c'est très important parce qu'il faudrait faire une différence entre, tout à l'heure, Emmanuel disait l'evidence-based medicine et ce que ressent le patient. On a tendance à croire que les evidence-based medicine, ce qui est tout à fait normal pour des médecins, mais le ressenti des patients, il faudrait aussi donner une place au ressenti du patient. Ils changent aussi leur alimentation. Ici, c'est une étude sur 217 polyarthrites rhumatoïdes où l'étude avait pour but de dire est-ce que vous incriminez un ou plusieurs aliments? Et beaucoup de malades disent qu'il y a certains aliments, quand ils les prennent, ils se sentent mal, tels que la viande rouge, les sodas sucrés, les desserts sucrés, et en les arrêtant, ils vont ressentir une amélioration aussi bien sur la fatigue que sur la douleur. Alors, quel est le rationnel du rapport entre la nutrition et les rhumatismes inflammatoires? Les aliments vont agir soit directement par leur action inflammatoire ou anti-inflammatoire, ou par l'action sur la modification du microbiote intestinal. Alors, je ne vais pas parler du microbiote parce qu'on en a parlé et reparlé. Donc, dans ce topo, je ne parle pas de microbiote intestinal et je suis désolée. Donc, on va parler d'autre chose. Donc, l'alimentation, vous savez que 70% des cellules inflammatoires sont dans le tube digestif. Et quand il y a une augmentation de la perméabilité intestinale, ces cellules inflammatoires vont passer dans le sang et dans l'articulation, ce qui crée l'inflammation. Mais il y a également une relation entre la douleur et l'intestin, puisque plus de 80% de la sérotonine est synthétisée au niveau du tube digestif, ce qui explique la relation entre inflammation et douleur dans les rhumatismes inflammatoires en rapport avec la nutrition. C'est un schéma complexe, ne vous en faites pas, je ne vais pas trop expliquer. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on a une dysbiose, donc une anomalie du microbiote intestinal, on a une augmentation de la perméabilité intestinale. Tout ceci va être à l'origine de la citrullinisation des peptides, la cascade anti-inflammatoire et puis tout ce que vous savez, vous connaissez comme complications et comme process pour la polyarthrite rhumatoïde. Alors, comment agissent les aliments pro-inflammatoires? Les aliments pro-inflammatoires vont agir soit en ouvrant les jonctions serrées entre les entérocytes ou en endommageant ces entérocytes. Et surtout, on va en parler tout à l'heure, c'est les agglutinines, les prolamines et les saponines. Alors, les saponines, je viens de découvrir que la tomate, par exemple, les saponines, c'est la tomate, l'aubergine, et les pommes de terre. Et ils seraient délétères s'ils sont mangés crus. Je ne parle pas de la pomme de terre, mais bien sûr de la tomate. Si elle est mangée crue, elle altère, elle endommage les entérocytes et pourrait être à l'origine d'une augmentation de la perméabilité intestinale. Des produits qui favorisent la dysbiose intestinale, là aussi vous voyez quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est ce fameux blanc d'œuf. Or, ça ne marche pas. Actuellement, on parle beaucoup de régime hyperprotéiné,
ou d'augmentation des protéines pour les muscles, sachant que les œufs ont une forte ration en protéines, mais il ne faut pas manger tout l'œuf parce qu'il y a augmentation du cholestérol. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent que le blanc d'œuf. Et attention, le blanc d'œuf va favoriser la dysbiose intestinale et donc pourrait être très pro-inflammatoire. Alors, comment on va mesurer, parce qu'on dit que cet aliment est pro-inflammatoire et l'autre il est anti-inflammatoire. Comment on mesure l'indice inflammatoire des aliments? Alors on va prendre l'exemple ici de la graisse saturée et en fait on va voir dans la littérature le nombre d'articles sur cet aliment. Le nombre d'articles, 35 par catégorie, mais en fait c'est le total c'est 205. Les articles qui montrent une action anti-inflammatoire sont au nombre de 9. Donc, en fait, c'est 9 sur 205 égale 0,044. Ça, c'est son action anti-inflammatoire. Pour l'action pro-inflammatoire, il y a 97 études qui montrent l'action pro-inflammatoire divisée par le nombre d'études égale à 0,473. Et en fait, le score inflammatoire, c'est pro-inflammatoire moins anti-inflammatoire et ça va nous donner 0,429. Comment on va l'interpréter? Quand un score est à 0, il n'y a aucun changement. Quand un score s'approche du moins, donc quand il est négatif, c'est une action anti-inflammatoire. Quand il est positif, c'est une action pro-inflammatoire. Et donc si on voit quelques exemples ici, vous voyez ce que disent les études en tout cas, que le safran et l'origan en tête de file avec une action anti-inflammatoire très importante. Est-ce que c'est vrai sur le plan evidence-based medicine? Maintenant, ajouter un peu de safran. Ceux qui font très bien la cuisine me diront si on peut le faire ou pas. L'action, on a ici plutôt, c'est positif, donc pro-inflammatoire, et vous voyez que les lipides saturés, ils sont très pro-inflammatoires. Alors, quels sont les régimes alimentaires qui sont étudiés et qui sont préconisés par les patients? Il y a beaucoup de régimes dans la littérature. Si vous tapez diète et rhumatisme inflammatoire, vous en avez beaucoup, une grande liste. Mais vous avez aussi ceux qui ne sont pas publiés, qui sont prescrits par des diététiciens ou dans les livres ou dans les réseaux sociaux, mais on n'a aucune evidence-based medicine, telle que le lait. Il n'y a pas d'études du tout dans l'action du lait dans les rhumatismes inflammatoires. On a les régimes keto, on parle beaucoup de régimes keto, mais il n'y a aucune étude sur les régimes keto dans les rhumatismes inflammatoires. Et puis tout ce qui est produits sucrés, les régimes sucrés, etc. Alors, ceci est une méta-analyse qui vient d'être publiée avec un nombre total des diètes. Et vous voyez que les plus étudiés sont le fasting, donc le jeûne, et le régime méditerranéen. Et le problème de ces études, et ce qui expliquerait, on va parler tout à l'heure des recommandations, c'est que ce sont des études, c'est des petites études, le recrutement est difficile et surtout, les malades abandonnent en cours de traitement. Imaginez que vous allez demander à des patients pendant 3 mois de suivre un régime particulier, c'est très difficile de vraiment respecter cela et les patients sortent de l'étude. Et donc on va parler des régimes dans les rhumatismes inflammatoires, les régimes méditerranéens, les régimes d'exclusion et les régimes hypocaloriques. Le jeûne, alors quand on parle de jeûne, la définition du jeûne, ce n'est pas juste le jeûne tel qu'on le connaît nous, et pas que le jeûne, jeûne intermittent, mais aussi une faible calorie. Entre 300 et 800 calories, c'est considéré comme du jeûne. Et sur le plan physiopathologique, il y a un bénéfice du jeûne puisqu'il y a une diminution de l'inflammation intestinale, on laisse les intestins se reposer, une augmentation des cellules souches et donc en gros une action anti-inflammatoire. Alors est-ce qu'il y a de l'évidence-based medicine par rapport au jeûne? Et donc plusieurs papiers, certains sont méthodologiquement pas bons et parmi ceux qui sont vraiment le plus, on en parle beaucoup, c'est celui-là, c'est ce papier. C'est un jeûne de 10 jours suivi. Alors, le jeûne ici, c'était, il prenait 300 calories quand même d'alimentation, de 10 jours suivi de 13 mois de régime végétarien.
Donc ce n'est pas que le jeûne, mais il a été suivi par un régime végétarien avec une amélioration importante de la douleur et de la raideur matinale. Là, c'est une méta-analyse avec quelques papiers qui montrent aussi que le jeûne a une action, mais surtout sur la douleur. Et tout à l'heure, Slma a montré l'étude NutriFast. Alors, juste pour ajouter que l'étude NutriFast, c'était le fasting versus un régime méditerranéen ou un régime hypocalorique. Et en fait, les deux régimes ont montré une amélioration de la douleur, mais sans différence entre un régime et un autre. C'est-à-dire qu'en conclusion, à l'heure actuelle, on ne peut pas, les études à l'heure actuelle ne confirment pas d'une manière importante la diminution de l'activité de la maladie, mais il y aurait une diminution de la douleur. Alors, que disent les recommandations? Et là, avant de vous parler de recommandations, j'aimerais juste insister sur comment se font les recommandations. En fait, c'est un groupe d'experts et il y a des questions. Et on va voir, par rapport aux questions, l'evidence-based medicine par rapport à la question X. Ici, par exemple, par rapport au jeûne. Donc, on prend tout ce qu'il y a. Celui-là, il est bon méthodologiquement, l'autre, il ne l'est pas. Et puis, les experts, est-ce que vous êtes d'accord que le jeûne est bon ou pas? Il y a un qui va dire de 1 à 9, un qui va dire, je ne sais pas, 5, l'autre qui va dire, non, je ne suis pas d'accord, 1, et l'autre va dire 9. Et en fait, selon qu'ils soient d'accord ou pas, vous avez le grade. Et si vous voyez les grades des recommandations dans la nutrition, les grades dans les recommandations françaises, c'est entre C et D. Autrement dit, on ne sait pas. Il y a des recommandations, oui, c'est bon d'avoir des recommandations, mais franchement, est-ce que ça sert à quelque chose, un grade D? Ça, on pourrait en discuter. Alors, le régime le plus prescrit et le plus étudié, c'est le régime méditerranéen. Vous savez, le régime méditerranéen, c'est le régime qui est riche en poisson, en huile d'olive et pauvre en viande. Beaucoup de papiers là aussi sur le régime méditerranéen et qui montrent qu'il y a une diminution de l'activité de la maladie, une diminution de la douleur et on a même une diminution de la CRP. Et là, c'est un autre papier tout récent qui montre un effet positif après 6 semaines, diète méditerranéenne versus groupe contrôle. Et puis, vous avez cette méta-analyse. Quand ils ont là aussi fait le tri, il n'y a que 2 études, une étude positive et une étude négative. Donc, pour résumer là aussi, le régime méditerranéen, il peut avoir un effet bénéfique. Maintenant, il est vrai que le régime méditerranéen a montré son efficacité également dans la prévention de risques cardiovasculaires. C'est un régime qui est équilibré et donc le fait de dire aux patients de suivre un régime méditerranéen, que ça soit qu'il y ait de l'évidence médecine ou pas, c'est toujours bon à prendre, même si c'est un grade C. Maintenant, si le régime méditerranéen n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, en plus de régime méditerranéen, un régime d'éviction. Donc, qu'est-ce que je peux éliminer en plus? Alors, ça, c'est une étude qui a été présentée à l'ACR l'année dernière. Alors, ce qu'ils appellent ITIS Diet, c'est ils ont pris le régime méditerranéen, ils ont ajouté d'autres choses. Alors, c'est prendre du thé vert tous les jours, prendre des espèces de shakes avec des végétaux. Donc, vous buvez le matin un shake de fruits et de végétaux verts tous les jours. Il faut prendre des sardines, du saumon au moins 2 fois par semaine, etc., etc. Et ce qu'il faut éliminer, alors voilà ce qu'ils ont éliminé. Ils ont éliminé les tomates, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les tomates, les pommes de terre et les aubergines, ainsi que le sel. Et le résultat est assez surprenant puisqu'il y a à peu près une amélioration de 50% de ce groupe par rapport au régime méditerranéen. Donc le fait d'éviter ces types d'aliments et de prendre d'autres pourrait être efficace. Il y a même eu 11% de rémission dans ce groupe régime particulier. Deuxième étude, là aussi à partir de la diète méditerranéenne, ils ont divisé en 2 groupes, un groupe qui prend que la diète méditerranéenne et l'autre groupe sans gluten et sans lactose.
Donc les méchants de l'histoire, vous voyez très peu de nombre, 15 patients par groupe, suivis sur 3 mois, avec aussi une amélioration très importante de la douleur, du HAQ et de la CRP également. Donc, affaire à suivre, puisqu'il s'agit de quelques malades et suivis sur 3 mois seulement. Alors, toujours dans les régimes d'éviction, j'étais très étonnée de voir beaucoup de papiers ces derniers temps sur les lectines et sur faut-il avoir peur des lectines, parce que finalement, les lectines, où est-ce qu'on les trouve? C'est dans les végétaux. On nous a toujours dit manger 5 fruits et légumes. Or, les légumes sont incriminés dans les lectines. Alors, c'est quoi les lectines? Ce sont des protéines de protection des végétaux. Les végétaux, pour se protéger contre les animaux, ils ont cette lectine, et quand l'animal mange les végétaux, cette lectine va s'agglutiner avec ces sucres et va entraîner une toxicité. Et donc, toute la question est-ce que les légumes, finalement, actuellement, sont toxiques? Mais quels légumes? De quoi parle-t-on? C'est quoi les lectines? Toutes les céréales, les légumes secs, vous voyez les fruits et les fruits et les légumes, beaucoup de fruits et les légumes, on reprend ces histoires de tomates, d'aubergines et de pommes de terre, et puis vous avez les cacahuètes, les noix de cajou, etc. Est-ce qu'ils ont, par quelle action ils ont une action toxique? Ils vont interférer avec les aliments, ils vont empêcher leur absorption, ils vont augmenter la perméabilité intestinale, et une fois dans le sang, ce sont des protéines anormales et qui vont être à l'origine d'une réaction auto-immune. Et donc, est-ce qu'on doit les éliminer? Il y a vous allez trouver sur Internet beaucoup de personnes qui disent qu'il faut absolument les éliminer. Il y a même beaucoup de bouquins par rapport à ça. Mais en fait, le meilleur moyen de les prendre, de continuer à les prendre, c'est de réduire ces agglutinines. Comment les réduire? Le trempage. Alors, j'ai toujours cru qu'on trempait les légumineuses juste pour les gonfler, pour qu'ils cuisent bien. Mais en fait, c'est pour éliminer ces lectines. Donc, c'est bon à savoir. Les cuisiner, la tomate, au lieu de la manger crue, il faudrait la cuisiner un peu, vapeur à haute pression, etc., pour éviter cette toxicité des lectines. Et puis, voilà à quoi ressemble une assiette pauvre en lectines. Manger ce qui est vert, je pense à Ardouane en particulier, qui adore toute l'alimentation verte. Donc, voilà, Ardouane, tu vas être... voilà, bien servi avec une alimentation vraiment pauvre en lectine. Alors, le chef de file de ces lectines, c'est bien évidemment le gluten. Et là, c'est assez ancien. On parle de régime sans gluten qui arrangerait tout ce qui est auto-humain, etc., en dehors de la maladie cœliaque. L'exclusion des laits d'animaux, des céréales mutées. Le problème, c'est que les gens confondent sans gluten et bio. Donc, dans la tête des gens, enfin, on croit que sans gluten égale healthy. Or, sans gluten, c'est très riche en sucre et très riche en graisse. Donc, attention à ce type d'alimentation s'il n'est pas nécessaire. Que montrent les études? Il y a globalement 2 études qui montrent un effet positif sur aussi bien le HAQ, tous les paramètres d'activité, mais vous voyez que ce n'est pas, les patients sont sortis d'études, ce n'est pas une analyse en ITT, en intention to treat, parce que les malades sont sortis d'études. Il y a beaucoup de sorties d'études du fait que les patients finalement n'arrivent pas à suivre un régime sans gluten. Le régime sans gluten, c'est aussi une diminution du risque cardiovasculaire et une diminution du risque de diabète, donc ça serait bon. Sauf que, comme je vous ai dit, il y a une augmentation des lipides, des sucres et du sel, et puis un défaut de micronutriments. Mais vous avez certains patients qui vous disent « je suis très bien sous régime sans gluten », même si les recommandations vous disent actuellement qu'il ne devrait pas être proposé. Si un malade est convaincu et qu'il se sent bien sans gluten, qu'il reste sans gluten. Donc on peut lui donner une supplémentation en produits qui lui manquent, mais après, chacun fait comme il le voit.
Deuxième diète de restriction, c'est les sucres. Vous savez qu'il y a une énorme corrélation entre sucre et inflammation. Les diètes actuellement faibles en glucides, les cétogènes, ont une explication physiopathologique puisqu'il y a une action anti-inflammatoire des cétones. Le fait qu'il y ait une diminution d'insuline, il y a une diminution des cytokines pro-inflammatoires, il y a une diminution du poids. Donc logiquement, on devrait avoir une réponse. Sauf qu'il n'y a pas d'études actuellement qui prouvent que le régime keto est important. Je parle bien du rhumatisme inflammatoire et non pas de la perte du poids. Et puis je termine par les acides gras. Ça par contre, il y a beaucoup d'études sur les acides gras insaturés et qui montrent une action quand on donne les oméga 3 supérieurs à 2 grammes, il y a une action positive aussi bien sur l'activité de la maladie et sur la douleur. Donc, dans ce dernier papier, c'est surtout c'est une méta-analyse qui vient d'être publiée en 2022 sur la dose et le type d'oméga 3. Et donc, la dose, c'est supérieur à 2 grammes et c'est surtout les oméga 3. Dans la littérature, vous voyez, dans les recommandations, vous voyez que c'est le seul A ici, c'est donner aux patients de l'oméga 3 supérieur à 2 grammes. Les épices, alors les épices, vous les trouvez aussi dans les recommandations. Comme a dit Emmanuel tout à l'heure, on est assez... Parfois, on trouve des choses qui sont logiques et qui sont éliminées des recommandations et d'autres qui sont dans les recommandations avec un seul essai clinique. Maintenant, vous me direz, si j'ajoute un peu d'ail, du safran, du gingembre dans l'alimentation, pourquoi pas. C'est recommandation B par contre, c'est recommandation B. Donc, il serait anti-inflammatoire, donc l'ajouter dans une alimentation serait une bonne chose. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose aux patients? On peut lui proposer une diète méditerranéenne. Finalement, ce n'est pas un régime, c'est juste une alimentation saine. Et en fonction de la réponse et en fonction de l'activité de la maladie, et si on veut aller plus loin, en fonction du phénotype dominant. Si c'est un patient qui est obèse, et on sait qu'il y a une relation importante entre obésité et inflammation, il faudrait, ou fibromyalgique d'ailleurs, il faudrait diminuer les glucides pour leur action sur le poids, mais aussi leur action pro-inflammatoire. Si le phénotype dominant, c'est plutôt auto-humain avec la dysbiose intestinale, l'hyperméabilité intestinale, alors beaucoup de professionnels voudraient plutôt, sont dans les diètes d'élimination et surtout cette histoire d'élimination des lectines, le gluten, la caséine et ces fameuses tomates qu'on aime bien. Et bien évidemment, on ne peut pas terminer sans parler quand on parle de diète, il faut parler activité physique et hygiène de vie d'une manière générale. Activité physique ne veut pas dire sport, c'est marcher plus, bouger, monter les escaliers, etc. Plus facile à dire qu'à faire, gérer ses émotions. Anti-stress, on sait que quand on est stressé, on mange ce qu'on veut. Enfin, on mange tout. Depuis qu'on nous a dit que l'hôpital va être démoli, moi je mange tout. Donc si je prends du poids, c'est à cause de Rachid Bahiri qui n'a rien fait. Et donc pour conclure, il y a un rationnel fort entre alimentation et inflammation. Et surtout, en tout cas ce que j'ai appris, je suis du genre réticent evidence-based medicine. Chaque fois qu'un malade me dit est-ce que je peux manger ça et ça, je lui dis ça ne sert absolument à rien, vous prenez votre traitement et ça y est. Et en fait, pourquoi pas j'allais dire faire semblant de le croire. J'ai joué à ça, en fait. La semaine dernière, j'ai fait semblant d'écouter, en fait, de croire une patiente qui me parlait de régime qui était riche en miel. En miel et qui lui faisait beaucoup de bien. J'ai rien dit. Je lui ai dit oui, si ça vous fait de bien, continuez à le prendre. Comme tu dis. Et par contre, quand on voit des régimes délétères, il faudrait essayer d'expliquer un régime pauvre en laitage. On sait que ce sont des patients qui sont à risque de faire une ostéoporose.
peut-être ne pas leur dire reprenez votre lait, mais donner une supplémentation calcique. Pourquoi pas donner des oméga 3, c'est une bonne chose. Je ne les donne jamais, donc je crois que je commencerai à les donner. Et donner des fibres, en tout cas, prendre le temps d'écouter le malade et de respecter sa décision. Je dirais sans evidence-based medicine, on a toujours cette casquette d'evidence-based medicine, mais il faut parfois juste écouter, et chaque malade est un cas particulier. Donc les recommandations, ce n'est pas la Bible, donc on peut toujours faire en fonction du patient. Voilà, je vous remercie.